Qu'est-ce que tu fais là? Oh rien, je me suis dit la dernière fois qu'on a chassé le sanglier, je me suis fait charger. Alors je me dis, peut-être pour la prochaine fois, je vais me faire une lance plus longue, comme ça je le garde à distance. Oh, tu viens d'avoir une idée, j'aime pas ça. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle série sur les phalanges macédoniennes armées de leur fameuse sarisse. On va faire ça en 5 vidéos pour balayer à peu près 200 ans. Si on prend ce temps, c'est parce que cette formation est en réalité bien plus compliquée à comprendre que ce qu'en retient la culture populaire et que, en fait, on est à peu près sûr de rien pour ses débuts. Mais partez pas, hein. On va faire 2-3 vidéos au conditionnel, mais sur la fin, on a quand même des éléments un peu plus tangibles pour les phalanges macédoniennes plus tardives. Promis. On va prendre le temps de voir son émergence, son organisation, sa normalisation, son âge d'or, et enfin, on va parler de sa disparition. Et dans ce premier épisode, nous allons discuter de son apparition ainsi que de ses origines, en prenant pour exemple la bataille en Lyncestide, en 358 avant notre ère, menée entre les Macédoniens par Philippe II, père d'Alexandre le Grand, et les Illyriens avec Bardilis. Appelée parfois bataille de la plaine de Lyncus ou de la vallée des Rigons, en vrai, comme on ne sait pas où elle a eu lieu, De toute manière, on va pas se le cacher, on sait pas grand-chose en général. je vous le dis dès le début parce que sinon ça va être lourd. De la mise en place des phalanges macédoniennes jusqu'à la mort d'Alexandre le Grand au moins, en vrai, on ne sait pas à quoi elles ressemblaient. Si on veut être méthodique, hein, on a un énorme problème de source par manque de texte. Tout ce qu'on a été écrit bien après par des gens qui n'ont jamais vu ces phalanges en particulier et avec un vocabulaire plus qu'imprécis. Mais aussi par les nombreuses incertitudes de temps archéologiques qu'iconographiques. Il reste pas grand chose et on a beaucoup de mal à interpréter tout ça. Bref, dans cet épisode et le suivant au moins, je vais vous présenter des hypothèses, des idées, mais rien qui soit vraiment très certain. Du coup, je vais passer mon temps à vous répéter qu'en vrai, on ne sait pas vraiment. Bref, tout ça pour dire qu'il faut pas trop prendre la confiance sur ce qu'on saurait ou non sur ces phalanges macédoniennes. Voilà, maintenant que le cadre est posé, place au contexte pour cette bataille en Lyncestide. Pas bien connu puisqu'on nous enseigne souvent surtout des Grecs qui découvriraient d'un coup la puissance militaire des Macédoniens, notamment avec la bataille de Chéronée. Sauf qu'avant ça, les Grecs ils s'étaient déjà bien frottés aux Macédoniens, et ces derniers avaient aussi eu à se taper d'autres adversaires, ce qui par ailleurs les a bien fait grandir. Bref, il n'y a pas que les Grecs. La Macédoine est un royaume qui a longtemps fait office de tampon entre la zone grecque et les invasions celtes du nord, illyriennes de l'ouest ou thraces du nord-est. Il est nécessaire pour comprendre ce royaume de séparer Basse et Haute Macédoine. La Basse Macédoine, c'est le cœur, avec les centres politico-religieux que sont Égaï et Péla. On parle ici de plaines et de côtes déjà urbanisées avec des colonies de Grecs au sud. La Haute-Macédoine, en revanche, est montagneuse dans l'intérieur des terres et divisée entre plusieurs principautés comme les Lyncestes ou les Élymiotes. Leur économie est plus pastorale, peu urbanisée. L'ensemble de la Macédoine partage la culture agraire des États de Grèce, et on peut remarquer que la chasse y est assez développée comme activité de l'élite. Mais bon, vous voyez que c'est un royaume un peu entre deux, soumis à pas mal d'influences. Finalement, son contrôle des différentes cités et principautés dépend surtout de la force de son État royal à un instant T. Ainsi, pour la Basse Macédoine, si ce pouvoir royal est fort, il tient les colonies grecques. Dès qu'il s'affaiblit, ces dernières prennent leur indépendance ou sont soumises à d'autres cités comme Athènes. Pour la Haute Macédoine, c'est pareil. Quand le pouvoir royal est fort, les principautés se soumettent et payent un tribut. Quand il est faible, elles cessent de le verser et tombent parfois sous l'influence d'autres puissances. Bon, ça c'est un contexte global rapide. Bref, les Macédoniens sont considérés comme des semi-barbares par les Grecs, mais bien utiles pour empêcher les vrais barbares de passer. D'ailleurs, quand les Macédoniens se font rouler dessus, en général ça sert de signal d'alerte pour les cités grecques. Philippe II de Macédoine arrive au pouvoir après de très grosses secousses de la couronne.
Invasion illyrienne, invasion thrace, succession compliquée et même un petit usurpateur du trône soutenu par Athènes. D'ailleurs, s'il devient roi, c'est parce que son frère est tombé au combat avec 4000 Macédoniens contre Bardilis, que nous retrouverons plus tard. Bref, en 359 avant notre ère, l'ambiance n'est pas faux folle pour lui. D'autant plus que vu la faiblesse du pouvoir royal, la Haute-Macédoine a décidé de le lâcher. Il engage alors sa fameuse réforme de l'armée macédonienne en organisant sa cavalerie, son infanterie d'élite avec les Pedzetairoi, les compagnons à pied, qui lui sert de troupes lourdes et de garde du corps, mais c'est pas super clair, d'autant plus que la dénomination évoluera dans son sens après la mort de Philippe II, mais on y reviendra dans le prochain épisode. Et enfin son infanterie plus massive, notre sujet, la phalange macédonienne armée de saris. Là pareil, la question de l'introduction de la saris est très débattue. Certains historiens la placent au début du règne de Philippe II, tandis que d'autres, assez minoritaires, la font apparaître à la bataille de Chironée, c'est-à-dire 21 ans plus tard. Nous allons nous fixer sur l'idée que la saris, dont la forme reste à définir, a été introduite en 359-358 avant notre ère, ce qui est aujourd'hui l'idée la plus acceptée. Oui, parce que sinon on en a pour des heures. Et puis vous allez voir que même quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Quoi qu'il en soit, il est ainsi doté d'un nouvel outil militaire. Ce qui lui donne au total 10 000 fantassins et un demi-millier de cavaliers, ce qui est quand même quelque chose. Philippe II commence son œuvre de libération de la Macédoine des influences extérieures, voire de conquête. Il se tourne d'abord vers les Péoniens, qu'il bat on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment, si ce n'est qu'il y a eu une bataille rangée. Puis il se tourne vers son adversaire à l'ouest, le roi Bardilis, qui s'est construit durant sa vie un royaume illyrien et qui a récemment conquis des terres sur la Macédoine. Bon, je devrais sûrement parler de royaume de Dardanie, peut-être plutôt thrace qu'illyrien, pas très clair. Toujours est-il que Bardilis, lui, est un vieux lascar bien expérimenté. Il aurait alors plus de 90 ans et une belle armée de 10 000 hommes plus de la cavalerie. Mais surtout, contrairement aux Péoniens, plutôt portés sur l'infanterie légère et autres peltastes, là on a de l'infanterie lourde avec lance et bouclier. Des espèces de gens armés à la hoplite, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Philippe II engage les hostilités en bougeant son armée par surprise sur le territoire contrôlé par les Dardaniens. Si Bardilis tente une négociation, car il est pris au dépourvu, Philippe refuse toute concession et réclame tout ce qui était auparavant à la Macédoine. Il prend position, on ne sait pas trop où, parce qu'en vrai on ne sait pas où a eu lieu la bataille, sur la plaine de Lyncus ou dans la vallée de l'Érigon. Bon, pas la peine d'en demander plus, hein. On a la vallée de l'Érigon, la région des Lyncestes, la Lyncestide, et puis voilà. On ne sait pas où ça a eu lieu, c'est dans cette région. En tout cas, moi, je veux bien vous la décrire, mais dans les faits, vous vous en doutez, on ne sait pas trop bien comment ça s'est passé. La formation en ligne de Philippe peut nous renseigner sur l'ordre d'importance. À gauche et au centre, on trouve la nouvelle phalange macédonienne pour faire masse, puis les Pedzetairoi qui forment la droite de la ligne. Enfin, la cavalerie pour couvrir les deux ailes. En face, Bardilis propose une ligne classique avec les meilleures troupes visiblement au centre et des ailes couvertes par la cavalerie. Si j'insiste sur l'ordre des troupes, c'est que ça a son importance. Enfin, si on prend pour acquis le récit qu'on en a. Mais on va se fixer là-dessus. Dans le monde grec, on l'a déjà vu, la droite est une position d'importance. C'est souvent par ici qu'on attend la décision. Bon, si on voulait être précis, on remarquera que parfois c'est la gauche, comme pour les Béotiens. D'ailleurs, ce sont ces derniers, avec Épaminondas, qui innovent avec leur fameux ordre oblique, une formation qu'on traitera plus en profondeur d'un point de vue antique un autre jour. En résumé, une aile est attaquante, tandis que l'autre doit se tenir en retrait ou au moins résister à son vis-à-vis. Alors qu'avant, on renforçait effectivement une aile sans spécialement refuser l'autre à l'adversaire. Bref, c'est une idée que les Macédoniens et Philippe II reprennent. Ainsi, voir les Pedzetairoi à droite montre leur rôle d'infanterie de choc censé emporter la décision. Tandis que les phalangites porteurs de saris, les sarissophores, ont surtout pour rôle de tenir face à leur vis-à-vis. Mais on va y revenir. La bataille s'engage sur l'aile droite où la cavalerie macédonienne prend le dessus sur son vis-à-vis et la met en déroute. Pendant que les lignes d'infanterie, notamment du côté des Pedzetairoi, se rapprochent, la cavalerie effectue un mouvement tournant pour menacer les arrières des Illyriens. Ou bien elle a fait le tour avant les premiers combats de l'infanterie. On n'est même pas sûr qu'il y avait de la cavalerie illyrienne en face. Bref, elle est dans le dos des Illyriens. Ces derniers, pour s'adapter, décident donc de se former en rectangle pour couvrir tous les côtés. Son ennemi désormais complètement immobilisé,
Philippe en profite pour rappeler sa cavalerie et organiser un assaut contre le coin de la formation face à ses Pedzetai-Roy. Bon, pareil pour cette formation en rectangle, hein. Difficile de savoir si c'est un carré avec un trou au centre, donc ça semble assez peu probable franchement. On peut aussi proposer une formation qui se fixe en faisant en sorte que chacun de ses côtés soit couvert par ses hommes vers l'extérieur. Dans ce cas, on est vraiment dans du défensif pur, puisqu'il est impossible de faire manœuvrer une formation dont les membres regardent dans toutes les directions. Toujours est-il que les Pedzetai-Roy engagent le combat pour enfoncer un coin dans la formation adverse. Dans le même temps, la cavalerie macédonienne harcèle les troupes illyriennes sur le flanc et les arrières, les forçant ainsi à rester bloqués dans leur formation carrée. Les meilleurs des Pedzetai-Roy, les Aristoi, menés par Philippe II, emportent la décision. La ligne illyrienne devient totalement intenable et toute l'armée de Bardilis s'enfuit. Les Pedzetai-Roy auraient donc fait le travail tout seuls comme des grands en profitant de la menace représentée par la cavalerie. Cette dernière ne pouvait en effet pas compter sur sa puissance de choc vu son nombre. Les cavaliers ont certainement harcelé avec leurs javelots et laissé la décision à l'infanterie. Reste que ces derniers ont au moins fixé la formation adverse grâce à leur contournement, quel qu'ait été leur rôle par la suite. Mais l'issue reste claire. Les Illyriens s'enfuient et semblent subir un bon paquet de pertes dans le processus. Certains parlent de 7000, mais ça fait vraiment beaucoup. Dans les faits, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'armée de Bardilis n'est plus en état de combattre après cette bataille. Là où les Macédoniens ont dû perdre bien peu d'hommes, même si on n'a pas grand-chose pour le déterminer. Bref, victoire totale, ça au moins c'est acquis, qui détruit une bonne partie des capacités militaires de Bardilis. Ce dernier ne demande pas son reste et s'incline totalement devant Philippe II. Ainsi, à la suite de cette bataille, la Macédoine récupère tout son ancien territoire et s'étend même jusqu'au lac Lycnidos, lac Ohrid aujourd'hui. En tenant les voies par lesquelles les Illyriens envahissent généralement son royaume, puis en s'alliant au Molosse d'Épire, Philippe II a sécurisé l'Ouest pour un temps. Les Hauts-Macédoniens passent sous sa tutelle, dans laquelle il peut fonder des villes et recruter de nouvelles phalanges. Prochaine cible, la Thessalie. Mais nous allons nous arrêter là parce que ce qui nous intéresse véritablement ici, c'est cette infanterie employée par Philippe II. Car même si on ne sait pas grand-chose, analyser cette bataille et plusieurs autres sources permet de faire des hypothèses assez intéressantes sur les sarissophores et leurs interactions avec le reste de l'armée. Bon, déjà on va commencer un peu durement en disant que vous pouvez tout de suite oublier toutes les images que vous vous faites de la phalange macédonienne à cette époque. Genre, mettez tout à la poubelle. Déjà, ce qu'on sait et ce que je vais vous présenter est pas du tout sûr. Et puis vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Commençons déjà par nous pencher sur la Saris. La fameuse longue pique des Macédoniens. On peut tout d'abord remarquer qu'aucune tête de lance ou de pique n'a été retrouvée en pouvant être associée de manière certaine à une tête de Saris. Il y a bien 2-3 pièces, mais les archéologues et historiens n'ont jamais vraiment l'air de tomber d'accord. Manolis Andronikos, par exemple, propose que la pique de la Saris devait être assez grande puisque la lance était longue, alors que la logique voudrait plutôt l'inverse. On a bien peu de représentations, excepté celle de la mosaïque de la bataille d'Issos, assez connue, dans laquelle on remarque que cette tête aurait une forme en losange et surtout qu'elle serait assez petite. Bon, cette image est assez cool parce qu'on sait, Oui, là on sait, que cette mosaïque est une reprise d'une peinture faite vraiment peu de temps après Alexandre. Cependant, on ne connaît pas le rapport à la perspective de l'époque. Donc pour ce qui est d'évaluer de la taille de la Saris relativement aux autres éléments de la mosaïque, c'est pas évident. Mais bon, ça recoupe avec les piques modernes. Quand on a une longue pique, si on veut avoir le moindre pouvoir de pénétration, il faut une petite tête. Pour la hampe, c'est-à-dire le bois, on rentre dans des considérations encore plus complexes. Quel bois, quelle longueur de cette pique? Parce que bon, évidemment, le bois, il est plus là. Hein. Alors, on semble quand même, et la construction des piques modernes le confirme, se stabiliser sur le frêne. Un bois assez souple et léger, notamment quand on le compare par exemple au cornouiller. Je précise parce qu'à chaque fois qu'il y a un documentaire sur les phalanges, il faut qu'ils nous disent que la Saris est faite en bois de cornouiller. Non pas que ce soit vraiment très important, mais je m'étonne vraiment de la certitude de certaines insertions parfois. L'argument du poids est assez explicite. Un bois lourd est utile pour un javelot, puisqu'il donne du poids au lancer. Mais pour ce qui est d'avoir une pique de plusieurs mètres, là non. Et typiquement, raisonner avec les piques plus modernes des 15e ou 16e siècles permet d'avoir une idée des enjeux qu'il y avait à manipuler de telles armes. Et ces dernières étaient massivement faites en frêne, qui était déjà présent à l'époque en Macédoine, donc bon,
Alors, vous allez rire. Vous savez pourquoi on parle toujours de ce cornouiller? Parce qu'on a mal lu un texte de Théopompe qui nous racontait qu'à son époque, les sarisses faisaient la taille des plus grands cornouillers. Voilà à quoi on en est réduit à ne pouvoir étudier que des textes indirects. Pour ce qui est de l'hypothétique pièce de métal de l'autre côté de la pique, le talon, on n'a aucune preuve formelle de son existence ou non sous Philippe II. Un seul texte en parle, et il a été écrit par un Byzantin au IVe siècle. Sachant que des lances grecques de l'époque de ces sarisses avaient bien de telles pièces nommées sauroutères. Bon, du coup, on peut pas vraiment être sûr, quoi. Qualité de l'info, tout ça. En conclusion, une sarisse, c'est un long manche en bois, sûrement en frêne, avec au bout une tête en forme de losange, pas bien grande et certainement en fer. On n'est pas très avancé. Mais du coup, elle mesure combien, hein? Tu poses des questions qui fâchent, toi? Bon, on sait pas. T'as pas ne serait-ce qu'une estimation? Disons que, à l'époque des sarisses, ainsi qu'à l'époque des textes qui essaient de nous les décrire, on est quand même assez loin du système métrique. D'autant plus que, histoire de complexifier le tout, la longueur des sarisses évolue pendant leur existence. Bon, à boule les chiffres là. Pour les premières sarisses, on table entre 3 mètres et 3 mètres 70, de l'ordre de 2 fois la taille d'un homme. Et les hoplites en face? Entre 2 et 2 mètres 50. C'est clairement plus grand, mais c'est pas non plus la taille immense qu'on se figure souvent. Ça viendra plus tard. Et donc, juste cet allongement, ça suffit à faire un renversement militaire. Alors, cet allongement change effectivement pas mal de choses, mais pour ce qui est du renversement militaire, on va se calmer. Cette arme ne sort pas de nulle part et son emploi n'est pas sans contexte. Ah bah tiens, ça y est, t'as fini de parler matériel, maintenant tu vas t'exciter. En même temps, c'est là qu'on peut se rendre compte de certains éléments. Déjà, la sarisse, elle répond à quels enjeux? En fait, son armée de 10 000 hommes, Philippe II la sort en partant de très peu. Certes, il a ses gardes du corps, les Pézétaïroi, mais ça fait pas 10 000 hommes, ça. Il a donc fallu trouver un moyen bon marché d'armer des hommes inexpérimentés, donc avec un certain besoin d'être rassurés. La sarisse est combinée à un bouclier, soit de 45, soit de 65 cm de diamètre. Ça dépend du type de bouclier qu'ils utilisaient, et sous Philippe II, on n'est pas sûr. Quoi qu'il en soit, le tout est une mise à distance du choc qui permet en même temps d'alléger les armures, et donc l'ensemble du coût de l'équipement. De ce point de vue, si on prend pour acquis le déroulé de la bataille, on remarque que les sarissophores sont surtout là pour fournir le nombre et, à la limite, être capables de tenir face à une infanterie de choc. En fait, le plus intéressant dans l'analyse de cette bataille, c'est que, loin d'être les outils de la victoire, les phalanges macédoniennes s'articulent surtout avec les Pézétaïroi et la cavalerie qui sont les véritables outils de la décision tactique. Or, les Pézétaïroi, il y a de très fortes chances qu'ils soient armés en hoplite, donc avec une lance bien plus courte que la sarisse. Je vais pas vous en faire la démonstration ici, mais ça a l'air à peu près accepté par l'ensemble des historiens aujourd'hui. Autrement dit, le choc doit surtout venir de troupes lourdes armées en hoplite, tandis que les sarissophores doivent surtout couvrir la ligne et encaisser le choc ennemi par une mise à distance. De ce point de vue, la phalange macédonienne de Philippe II se comporte bien comme une enclume, une formation défensive surtout capable de tenir. Mais attention, ça va très rapidement changer. L'expérience venant, la phalange macédonienne va évoluer dans son emploi. En tout cas, l'idée d'enclume n'est applicable qu'au début de cette formation. On précisera la suite dans le prochain épisode. Toujours est-il que, au moins dans un premier temps, la sarisse est une arme de temporisation pour des troupes plutôt légères, peu expérimentées, mais permettant de faire masse. La véritable innovation serait alors l'interaction de ces troupes avec les forces de choc que sont les hoplites Pézétaïroi et la cavalerie. Et ce d'autant plus que le modèle sarisse plus petit bouclier, il n'a pas l'air d'apparaître ex nihilo. Plaît-il? Eh bien, disons qu'on a deux voies possibles. Celle de l'adaptation d'un armement de chasse et celle de l'évolution des peltastes. Attends, mais dans les deux cas, ce seraient des situations où on aurait surtout un armement léger, non? C'est là que ça devient intéressant. Pour la chasse, l'hypothèse poserait que la sarisse serait un dérivé de la sibina, une lance illyrienne pour chasser le sanglier. Le but était d'encaisser la charge de ce dernier de loin pour le laisser s'embrocher. Cela n'explique pas tout, mais étant donné la place de la chasse dans la société aristocratique macédonienne, au point où on a une fresque d'une scène de chasse où on voit ces lances sur le tombeau de Philippe II, c'est vous dire.
Il n'est pas impossible que cette idée de possibilité de mise à distance avec une arme d'aste plus longue soit venue de ce côté. Autre indice de l'influence illyrienne, les boucliers illyriens et macédoniens sont très semblables au IVe siècle avant notre ère. Il est ainsi possible que Philippe II ait récupéré des éléments de la panoplie de cet ennemi habituel. Mais il existe une autre piste, qui n'exclut pas la première, c'est peut-être un mélange des deux. Pour cela, nous devons nous tourner vers les peltastes d'Iphicratès, un Athénien qui en a modifié l'armement, visiblement en s'inspirant de pratiques thraces. Oui, faire la filiation d'une idée, c'est toujours un peu compliqué. Bon, déjà on va définir gentiment ce qu'est un peltaste. Les peltastes sont des troupes légères de harcèlement, armés de javelots et d'une épée, et outre un casque pas toujours présent, ils ont pour seule protection leur petit bouclier, le pelté. Avec un armement si bon marché, ils se multiplient parmi les troupes, en particulier pour les opérations de petite guerre, au point d'avoir même leur succès contre des phalanges hoplitiques. Bref, ce sont des troupes de harcèlement classiques qui esquivent le combat en permanence, qui font des dégâts de loin et qui attendent toujours une occasion de lancer une poursuite. Problème, s'ils sont plus rapides, ils restent fragiles face à la cavalerie ou face à une infanterie qui déciderait de rompre la formation pour les poursuivre s'ils s'approchaient trop. Du coup, au 5e siècle avant notre ère, certains combattants au sein des peltastes, visiblement chez les Thraces, étaient armés de longues lances. Ces quelques individus auraient eu pour tâche de protéger les autres des cavaliers un peu trop téméraires qui viendraient les poursuivre. Ce que fait Iphicratès, selon toute vraisemblance, c'est de généraliser cette lance et d'en normaliser la taille. En cas de menace d'une charge ennemie inévitable, plutôt que de s'enfuir, les peltastes auraient pu ainsi se rassembler et former momentanément une phalange de peltastes. Mais cette innovation a une portée plus importante que l'emploi qui était précédemment fait de cette longue lance. Pour comprendre, il nous faut creuser un peu. En effet, cette réforme a été proposée dans un contexte très particulier. En 374 avant notre ère, Iphicratès sert un représentant du roi perse en Égypte en tant que mercenaire pour combattre les révoltés locaux. Ces derniers avaient la réputation de combattre avec de longues lances et des boucliers. On va pas tirer un trait direct entre les deux, mais il est possible que la phalange macédonienne ait une origine égyptienne en passant par les peltastes réformés d'Iphicratès. Promis, j'arrête de creuser plus après, c'est déjà assez incertain comme ça. Toujours est-il qu'Iphicratès arme donc ses peltastes de nombreuses longues lances pour s'adapter à une menace portée par une infanterie massive. Si on étend ce raisonnement, il est ainsi possible qu'Iphicratès ait cherché à créer une véritable formation non dispersée, lançant des javelots quand tout irait bien et s'hérissant dès qu'un bloc adverse ferait mine de charger. On ne serait plus dans une recherche de résister à des individus dispersés en train de chasser, mais dans une volonté de résister à un choc, une charge de masse. Ils auraient eu, sous cette hypothèse, à se balader avec leurs javelots et avec leurs longues lances, certainement dans la main gauche ou accrochées à leur pelleté. Si ces phalanges de peltastes n'ont pas fait des mules en Grèce, il est possible que Philippe II s'en soit inspiré. Toujours est-il que cela peut expliquer la nature légère et défensive de sa phalange. Et même, et attention parce qu'on se le figure assez peu, que la sarisse ait été, dans un premier temps, une lance maniée à une main. Ce qui ressort en effet de toutes les études des sources, c'est que jusqu'à Alexandre, voire au-delà, encore une fois, on ne sait pas, la sarisse était bien maniée à une main, soit en saisie basse, soit en prise sous l'aisselle, comme la lance couchée des chevaliers. Donc rien à voir avec la phalange lourde qu'on s'imagine. Pour résumer, la phalange macédonienne est certainement issue de la vision défensive de troupes légères. Armés d'un bouclier léger et d'une lance à une main plus longue que celle de leur vis-à-vis sans que ce soit énorme, mais sans que ce soit une lance de contact, mais bien de mise à distance, et n'était à l'origine pas prévu pour être l'outil de la décision tactique. Mais bien évidemment, je le répète une dernière fois, on n'est pas sûr. Toujours est-il que cette première étape ne fixe en rien la forme de la phalange macédonienne. D'ailleurs, t'en as pas du tout parlé de ça. Ils se rangeaient comment? C'était quoi la phalange macédonienne comme formation? T'as pas du tout répondu? Oui, mais c'est parce que je ne peux pas répondre. Ou plutôt, il fallait que je commence par ça pour pouvoir explorer la suite. Je te suis pas. Eh bien, pour tout dire, il reste encore de grosses questions sur la terminologie et l'organisation de ces troupes. Quelle densité, quelle profondeur de la formation, combien de rangs abaissant la sarisse? Autant de questions qui, en fait, ne sont pas explorables pour nous à l'heure actuelle. En effet, il nous faut d'abord expliciter certains rôles comme les hypaspistes, les Pesetairoi et les Ashtetairoi connus sous le temps d'Alexandre.
tout en questionnant les situations tactiques réelles d'emploi des phalanges macédoniennes. Donc avant même de parler de leur formation, il va nous falloir parler de leur utilisation et de leur organisation, car il semble qu'elles étaient bien plus versatiles que ce qu'on s'imagine. Ce sera tout le sujet du prochain épisode. Et c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, déjà je remercie Rémi Saou pour son aide sur cet épisode et pour le reste de la série, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.